sur le plateau en compagnie de Jérôme Petazzoni. Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors bonjour, Jérôme, vous avez travaillé pendant plus de 8 ans, je crois, chez Docker. 7 ans exactement, 7 ans. En tout cas sur les papiers 7 ans, en vrai un petit peu plus. Un peu plus. Et aujourd'hui, vous êtes à la fois formateur et surtout aussi, ou également, je ne sais pas, cofondateur d'une société qui s'appelle Enix. On va peut-être en profiter en Espagne pour revenir un peu quand même sur l'évolution des containers, puisque vous êtes bien placé pour nous en parler. Depuis, j'allais dire, ces 7 ans que vous avez passé chez Docker. Alors effectivement, j'ai écouté un peu votre histoire personnelle. Là, ce matin, vous avez reçu un coup de fil et vous avez dit, j'arrive tout de suite. 3 mois plus tard, vous étiez aux États-Unis pour commencer cette aventure avec Docker. L'évolution Docker Kubernetes, c'est aujourd'hui un monde un peu mature. Comment vous pouvez l'expliquer, le décrire ? Alors comment on peut décrire cette évolution un peu du monde de containers ? Ce qui est intéressant, c'est que on connaît tous l'expression nous sommes sur les épaules de géants, quelque chose comme ça, je sais plus comment on dit en français, sitting on the shoulders of giants. À chaque fois qu'on essaye de revenir en arrière, on trouve d'autres géants sur lesquels ceux d'avant étaient. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de Kubernetes. On peut dire que Kubernetes, ça vient un petit peu de Docker parce que les gens après à Docker, on dit Docker c'est super bien sur une machine. Mais en vrai, on a des clusters et la Kubernetes arrive. Et si on parle de Docker, le but, c'était de démocratiser les containers, une technologie qui existait déjà avant. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand je suis parti pour les États-Unis, moi, donc début 2011, j'ai dû un petit peu donner les clés de tout un tas de serveurs et de plateformes dont je m'occupais. Et j'ai utilisé les containers. Déjà avant Docker, avant .cloud, etc. Et quelques années encore avant, si on continue à remonter, on retrouve toujours une technologie qui est à l'origine de ça. Vous ne faisiez pas de conteneurs à l'école primaire quand même, rassurez-moi. Non. Mais par contre, il y a des gens qui nous disent que les origines des containers, c'est une technologie qui s'appelle LPAR, je crois, qui est de chez IBM dans les années peut-être 70, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Ça me dit quelque chose, ouais. Donc on peut faire remonter ça très loin. Moi, mes premières choses qui ressemblaient à des containers, je pense que c'était début des années 2000. Donc ensuite, la technologie a évolué et puis il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place. Il y a plus de gens qui l'utilisent, donc on se met à mettre en exergue éventuellement des défauts, des choses qui marchent moins bien. Donc du coup, on améliore la technique, donc il y a plus de gens qui l'utilisent, donc on continue à l'améliorer et ainsi de suite. Et alors vous disiez aussi ce matin que vous considériez qu'on est arrivé, alors c'était pas vous d'ailleurs, je crois que c'était Solomon Hykes, qu'on est arrivé avec Kubernetes à un niveau de maturité satisfaisant avec la réponse à des problèmes à la fois de qualité, de sécurité et de déploiement à l'échelle. Est-ce que c'est votre vision des choses ? Oui, est-ce que Kubernetes est mûr dans ce sens-là aujourd'hui ? Je pense que oui. Ça fait déjà quelques années que le discours qu'on entend, notamment à la KubeCon, la grande messe Kubernetes, entre guillemets, c'est les gens qui disent Kubernetes devient ennuyeux. Mais pas du tout de manière péjorative, parce que quand on est... ça tourne, c'est ça ? Voilà, parce que ça tourne, et parce que quand on est d'astreinte, quand on va avoir un pager dans la poche qui peut nous réveiller au milieu de la nuit, on préfère avoir une techno ennuyeuse qui passe son temps à dormir, justement, plutôt qu'un truc qui change sans arrêt, et on se dit, ah mais qu'est-ce qui se passe ? Ah bah oui, il y a un nouveau truc qu'ils ont sorti, là j'avais pas suivi, ça date d'il y a 2 semaines, je suis has-been. Donc non, Kubernetes continue d'évoluer, bien sûr. Moi je m'en rends compte parce qu'un challenge personnel que je me suis donné quand je donne mes formations, c'est qu'on utilise toujours les toutes dernières versions de Kubernetes. Ce qui des fois est un peu casse-gueule parce que si jamais il y a mercredi une nouvelle version qui sort et que j'ai une formation le lundi d'après, je vais utiliser la nouvelle version que j'aurais honnêtement pas forcément testé avant. Alors en ces cas-là, on joue le jeu. Je dis aux gens qui sont là, on va tester sur une toute nouvelle version. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont pas marcher. Honnêtement, depuis quelques années, tout marche. Donc vous aimez ce qui est un peu casse-gueule alors finalement ? Vous aimez ce qui est un peu casse-gueule ? Est-ce que j'aime ce qui est un petit peu casse-gueule ? Pour être tout à fait honnête, j'aime bien quand c'est casse-gueule, quand il n'y a pas un enjeu critique derrière. Quand on fait une démo en live devant des gens comme ça, alors il y a des fois, oui, c'est un gros enjeu parce qu'on se dit je fais ma démo produit à la grande conférence de l'année, si je me plante,
je fais un peu passer pour un naze et avec moi donc mon équipe, mon produit, etc. Mais quand on est dans une ambiance entre guillemets communautaire, les meet-up, etc. qui se développent depuis ces 5 dernières années, faire une démo live, il y a beaucoup de gens qui vont respecter ça pour dire ok, tu fais la démo en live, c'est pas enregistré, donc c'est que tu dois être assez sûr de toi. Et des fois, on peut annoncer d'entrée de jeu, bon bah là je sais que ça va peut-être pas marcher, et si ça marche pas, on va regarder ensemble pourquoi. Et après, quand je fais mes formations, un truc que je fais beaucoup, quand on entre guillemets corrige les exercices, c'est de faire exprès de se tromper pour montrer aux gens qu'est-ce qui se passe quand on glisse sur une peau de banane, comment on se rattrape, comment on détecte les problèmes, comment on les corrige. Et je me rends pas bien compte parce que finalement je suis encore assez jeune dans ce métier-là, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une évolution des mentalités depuis il y a 10, 20, 30, 40 ans, où on accepte maintenant que la vie est pas forcément complètement lisse, polissée, etc. On accepte qu'il y aura des, entre guillemets, des dérapages, des choses qui vont pas marcher de matière parfaite. On accepte ça et on essaie de dire, ok, comment on va gérer, comment on va se rattraper. Et finalement, ça me plaît bien, quoi. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la transition entre ce que vous faisiez avant et puis la création de votre société, la NX? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça et qu'est-ce que quels sont les services qui sont proposés par cette entreprise? De quoi elle vit finalement? Alors la transition depuis le pré-Enix, bon moi à l'époque quand je suis sorti de la fac, j'étais comme je disais ce matin à la keynote un peu un libriste barbu, chevelu, un peu fou Mais vous l'êtes toujours. Voilà, c'est des valeurs dans lesquelles je crois encore, mais j'ai mis pas mal d'eau dans mon vin et maintenant je dis voilà, comment est-ce qu'on peut gagner sa vie avec ça, et donc c'est partant de là qu'en 2005 à peu près avec Sébastien Vaquier, qui est un ami de très longue date, qu'on décide de créer Enix parce que l'hébergement ça nous plaisait, la technique, Linux, etc. 2005 à peu près, ouais. On a été, sauf erreur de ma part, la première société en France à commercialiser l'hébergement sur des machines virtuelles. Et pourtant, on n'est pas connu vraiment pour ça aujourd'hui. Donc, ce qui démontre bien qu'il suffit pas d'être aussi bon qu'on veuille techniquement. Si derrière il n'y a pas de stratégie marketing, commerciale, etc., ça marche pas. Donc, pendant quelques années, bon, on a fait notre histoire, on a vendu nos serveurs, on a été très bon techniquement avec le recul, pas de problème. Par contre, on n'a pas vendu grand-chose. Je suis parti aux États-Unis. Sébastien a continué à faire tourner la boutique. Et a fait ensuite rentrer donc Romain et Alexandre, qui étaient aussi des amis de très longue date, et qui sont Alexandre qui est au comité d'organisation ici. Et là, ça a été un peu un reboot de la structure et de pur hébergement, on est passé à hébergement plus conseil autour de l'hébergement. L'idée étant de dire on a fait ça pendant quasiment 10 ans sur nos serveurs, dans des data centers. Maintenant, on peut aider des clients avec leurs serveurs, avec les nôtres, dans du cloud public, privé. Notre but, c'est pas de vendre nos serveurs, notre but, c'est d'accompagner les gens. Et le fait d'avoir fait autant d'environnements techniques différents, ça permet de se sentir à l'aise, que quelqu'un nous dise je veux aller chez OVH, je veux aller chez Scaleway, je veux aller chez un autre cloud européen ou même américain, pourquoi pas. On n'a pas de religion de ce côté-là. Vous êtes totalement agnostique sur ce point? On est tout à fait agnostique. Beaucoup de cloud souverain, donc est-ce que c'est une notion qui vous intéresse, qui vous interpelle, comme on dit? Alors, moi, à titre très personnel, je me sens très européen. Donc, si quelqu'un me dit chez quel fournisseur aller, je vais plutôt lui conseiller des fournisseurs européens et peut-être même français, parce que je crois, sans pécher par excès de cocoricotisme, qu'on est plutôt bon au niveau cloud en France. Entre Scaleway et OVH, on a quand même des panels d'offres qui se défendent très bien. Il y a aussi des acteurs européens que je suis très à l'aise pour conseiller. Ensuite, évidemment, des fois, des gens voudront aller vers du cloud américain. Parfois c'est inévitable quand il y a certaines contraintes, quelqu'un qui voudrait être, je sais pas moi, en Afrique du Sud ou en Asie. Je crois qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'acteurs européens qui vont être là, mais sinon voilà, à titre personnel, pour plein de raisons, je pense que c'est mieux d'aller pousser vers ces solutions locales entre guillemets, même si quand on dit produit local on pense pas forcément à l'échelle européenne. Est-ce que vous pourriez, alors peut-être que ça va vous faire un peu bondir, mais si je vous présente comme une société de service dans
dans le sens SS2I ou SN comme on dit maintenant. Est-ce que ça correspond finalement à ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'on est une société de services aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en gros, vous pourriez offrir vos services d'aide à la migration vers le cloud, indépendamment des offres que vous avez vous-même. Alors, ma perception de ça a modéré par le fait que ces 10 dernières années, j'étais plutôt évolué en Californie avec des startups et je sais que le paysage et l'écosystème en France a beaucoup évolué, donc je suis peut-être un petit peu en décalage, mais c'est que traditionnellement, beaucoup de SS2I vont proposer entre guillemets des profils, en disant regardez, on a telle personne. Là, ce qu'on essaye de faire avec Enix, c'est plutôt de proposer une équipe. Donc de dire, au lieu de dire on a telle ou telle personne qui va pouvoir s'occuper de votre challenge technique, on a cette équipe avec un ensemble de compétences et on pense que c'est plus tenable aussi, parce qu'au lieu de dire c'est Alice ou Bob qui va être là pour résoudre le problème du client, les astreintes, etc., on se met dans un contexte où c'est toute l'équipe. Alors après, on peut chanter les vertus du collectif, etc. Mais au-delà des jolies paroles comme ça, personnellement, j'y crois. Ayant été d'astreinte pendant très très longtemps, parfois au début de l'aventure .cloud et Docker en Californie, pendant des semaines complètes, à pouvoir être potentiellement réveillé n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on en vient à apprécier beaucoup d'être une équipe au lieu d'être une personne seule avec le téléphone d'astreinte. Donc on essaye de cultiver ça. Et je pense que c'est pas tout à fait la même approche et le même discours que en tout cas ce que j'ai pu voir avant que je parte pour les États-Unis, ou quand j'ai discuté avec quelques SS2I, c'est souvent on pousse des CV sur la table, quoi. C'est un peu le jeu de cartes comme ça. T'as quoi? Moi j'ai ça. On essaye de s'éloigner de ça et de dire non, on a une équipe avec ses forces. Il y a peut-être des faiblesses, mais qu'on essaye de contrebalancer. Voilà. Après, je dis ça, peut-être que toutes les sociétés de services françaises ont évolué et travaillent comme ça aujourd'hui et que je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, je sais pas. C'est pas sûr. Moi, j'ai encore une question de ce que j'ai retenu, enfin, une des idées que j'ai retenues ce matin à la keynote, c'est que la technologie est mature. La technologie Kubernetes, on s'entend. Vous êtes formateur, d'après ce que vous nous dites. Est-ce que vous diriez aussi, ou plutôt, quelle est votre appréciation du degré de compétence qu'on a en France, justement, sur ces technologies-là? Alors, qu'est-ce que je pense de la compétence française dans tout ce domaine, cloud native, container, DevOps, etc. Je pense qu'on est plutôt très bien. Quand j'étais en Californie, entre guillemets dans la Silicon Valley, enfin là-bas on dit plutôt la Bay Area, il y avait beaucoup de Français et les Français ont généralement très bonne réputation. Je suis pas capable de dire exactement pourquoi, parce que j'ai pas été vraiment sélecteur entre guillemets dans les équipes, donc. Mais en tout cas, les formations qu'on a en France dans ce secteur-là me semblent d'assez bon niveau. Pour qu'on n'ait pas du tout à rougir de ce qui se passe au moins en Californie, et je pense dans le reste du monde aussi. Il y a quelqu'un qui partageait il n'y a pas longtemps l'information comme quoi, je crois que c'était un des papiers de recherche entre guillemets du chat GPT de Facebook, là, qui s'appelle El-Lama ou un truc comme ça, oui. Où la majorité des gens qui sont sur le papier de recherche sont des Français. Sauf erreur. Donc c'est un signe aussi qu'on a des compétences. Et moi, la lentille que j'ai, à travers la lentille des formations, je vois aussi des gens qui ont des compétences, qui sont motivés. Je vois une évolution entre ce que j'avais il y a 2 ans, qui étaient les gens très en avance de phase, qui découvraient Kubernetes, c'était pas la découverte de Docker, mais qui allaient vers Kubernetes et qui étaient très motivés. Là, je suis en train de voir la transition, entre guillemets, entre les gens qui sont là parce qu'ils sont passionnés, et les gens qui sont là parce que leur manager leur a dit Coco, faut que tu apprennes ce truc-là. Et parfois, évidemment, ils vont être un petit peu moins motivés parce que ça relève moins d'un choix personnel. Mais même en prenant ça en compte, c'est un vrai plaisir d'accompagner ces équipes-là. Il y a un très bon niveau. Ouais. Peut-être encore une question pour ce qui me concerne. Est-ce que vous êtes donc là on a parlé finalement des gens que vous formez, des développeurs, etc. Mais est-ce que vous êtes en contact avec les DSI? Donc quand je dis les DSI, c'est les directeurs des systèmes d'information des entreprises, des grandes entreprises. Est-ce qu'ils sont sur cette vague technologique aussi, ou est-ce qu'ils sont eux un petit peu en retard?
Alors, est-ce que je parle aussi à des DSI? Je ne sais pas si ce serait l'équivalent des CTO peut-être, ou des CIO, voilà. Alors, rarement, de temps en temps, j'ai eu quelquefois franchement la chance immense que des gens m'attrapent comme ça pour me dire tiens, est-ce que ça te dirait de venir participer à un dîner ou une réunion, en tout cas beaucoup plus CTO, CIO. Et à chaque fois, je me sens un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce que je suis le seul à être en jean et en t-shirt. Enfin, j'exagère un petit peu, mais on a des discussions très intéressante. Je suis pas toujours à même d'avoir le bon discours, parce que c'est pas les mêmes préoccupations, c'est pas les mêmes et puis c'est pas le milieu dans lequel j'ai évolué pendant 10, 15, 20 ans de ma vie professionnelle, mais je vois très clairement que le côté containerisation, DevOps, côté usine logicielle, c'est dans les préoccupations, parfois exprimé de manière différente, mais c'est au goût du jour. Ouais. Allez, écoutez Jérôme, merci. Je pense qu'on conclut là-dessus. Merci en tout cas pour ce témoignage et ce vécu, ce parcours.